Plus de 58 ans se sont écoulés depuis la première diffusion des Envahisseurs. Et les acteurs qui ont donné vie à cette série ont connu des mariages, des scandales, des peines de cœur et des transformations que personne n'aurait pu imaginer. Saviez-vous que l'une des invitées de la série est morte dans les bras d'un homme de 18 ans, son cadet? Un acteur en plein essor qui allait devenir l'un des plus grands noms de l'histoire d'Hollywood? Saviez-vous que l'un des membres du casting récurrent est apparu dans le tout premier épisode de Star Trek, jamais diffusé, jouant un homme qui cachait qu'un extraterrestre avait pris la place de sa femme décédée? L'invasion, il s'avère, n'a jamais vraiment pris fin. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie réelle des acteurs des Envahisseurs. Ceux qui ont survécu, ceux qui ont prospéré, ceux qui ont disparu, et ceux qui ont porté des blessures pour le reste de leur jour qu'aucune caméra n'a jamais saisi. Numéro 1. John Milford dans les rôles du shérif Lou Carver et de Jim Bryce. Il était le visage de la menace. Le genre d'acteur qui entrait dans une pièce et vous faisait sentir instantanément que quelque chose allait de travers, que le danger était là, tapi derrière un insigne ou un sourire. John Milford est apparu dans 3 épisodes des Envahisseurs, incarnant différents personnages directement opposés au héros désespéré de Roy Thines. À l'écran, il était l'autorité devenue sinistre. En dehors, il était quelque chose de bien plus admirable que son public ne l'a jamais su. John Milford est né le 7th of September 1927 à Johnstown, dans l'État de New York. Il a étudié le génie civil à l'Union College et, après l'obtention de son diplôme, a réellement travaillé pour le Bureau des travaux publics de Los Angeles. Il était ingénieur avant d'être acteur. La reconversion était délibérée, quelque chose qu'il savait depuis des années devoir accomplir. Au début des années 1960, Milford était devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision américaine, presque toujours en vilain, en fonctionnaire corrompu ou en homme dont la loyauté était à vendre. Il est apparu dans Gunsmoke, Bonanza, The Big Valley, Le Fusil et Le Virginien. Certaines estimations placent le total de ses apparitions à l'écran à près de 500 crédits, une œuvre considérable construite entièrement sur le métier plutôt que sur la célébrité. Ce que son public ne savait pas, c'est que la passion la plus profonde de Milford était le théâtre. Il a fondé le Chamber Theatre sur Cahuenga Boulevard, à Los Angeles, l'une des salles pionnières du théâtre indépendant qui ont contribué à lancer les carrières de Richard Chamberlain et Vic Morrow. Et sa formation d'ingénieur a contribué au concept de conception originale du Walk of Fame d'Hollywood. Ces étoiles incrustées dans les trottoirs du boulevard d'Hollywood portent en quelque sorte ses empreintes. Il a continué à travailler tout au long des années 1980 et au début des années 1990, bien après que la plupart de ses contemporains s'étaient retirés. Il avait passé le cap des 70 ans lorsque sa santé a commencé à décliner. John Milford est mort le 14th of August 2000 à Santa Monica, en Californie. Il avait 72 ans, emporté par un cancer de la peau. Sa femme, la productrice de télévision Susan Grow, et leurs 2 fils lui ont survécu. Il avait été présent pendant près de 5 décennies de cinéma et de télévision américain sans jamais être célèbre à la manière des stars qu'il soutenait. Mais chaque histoire dans le coin de laquelle il se tenait était meilleure pour l'avoir eu là. Dans un métier bâti sur les étoiles, il était le socle qui tenait tout le reste en place. Numéro 2, Lynn McCarthy, dans les rôles du colonel Archie Harmon et de Fellows. Il était le genre d'acteur qu'Hollywood utilisait pour rendre tout crédible. Lynn McCarthy apportait à ses rôles un poids que la plupart des interprètes ne pouvaient qu'approcher. Ce poids avait été gagné de la manière la plus difficile qui soit, dans une vraie guerre. Linwood Winder McCarthy est né le 23 février 1918 à Norfolk, en Virginie. Quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, il a servi et combattu. Ensuite, grâce aux aides accordées aux anciens combattants, il a étudié le jeu dramatique au Geller's Theatre Workshop de Los Angeles et découvert que la discipline forgée en lui par l'armée était exactement ce que la scène exigeait. Il a fait ses débuts à Broadway en 1952 dans La Chasse, de Horton Foote, partageant la scène avec Murray Hamilton et Kim Hunter. Au cours des décennies suivantes, il est devenu le visage indéfectible de l'autorité sur les écrans américains, apparaissant dans Le Fusil, Wagon Train,
Le Fugitif, Mission, Impossible, Gunsmoke et FBI. En 1957, il a joué le capitaine Anderson face au terrifiant sergent instructeur de Jack Webb dans Le Sergent de Fer. Une performance que les réalisateurs ont retenue pendant des années, chaque fois qu'ils avaient besoin de quelqu'un capable d'incarner l'autorité militaire sans l'annoncer. Dans Les Envahisseurs, McCarthy avait 49 ans lorsqu'il est apparu pour la première fois dans le rôle du colonel Archie Harmon, un officier de l'armée de l'air entraîné dans la croisade désespérée de David Vincent. Il est apparu dans plusieurs épisodes et dans Le Pacificateur, diffusé en février 1968, son personnage mourait, tué dans l'explosion de l'avion qui le transportait, lui et le général Concanon, détruits par une soucoupe extraterrestre. Sa dernière scène avait un vrai poids. Il a continué à travailler jusqu'au début des années 1980, avec Les Vents de la guerre et le film sur la catastrophe nucléaire le jour d'après, en 1983. Un film que le public américain a regardé avec une véritable angoisse collective, comme s'il assistait à quelque chose qui pourrait réellement se produire. McCarthy, qui avait connu la vraie guerre, a apporté à ce projet une compréhension de la perte catastrophique que peu de ses collègues pouvaient égaler. Il s'est ensuite retiré entièrement en 1984. Il avait 66 ans. Durant les 18 années qui lui restaient à vivre, il est resté totalement à l'écart de la vie publique. Lynn McCarthy est mort le 23rd of November 2002 à Beverly Hills, en Californie. Il avait 84 ans. La cause était une pneumonie. Il avait été soldat avant d'être acteur. Dans chacune des performances de sa longue carrière, le soldat était encore là. Numéro 3. Alfred Ryder dans les rôles de Monsieur Nexus et du chef des Envahisseurs. Il y a des acteurs qui deviennent célèbres et des acteurs qui deviennent inoubliables. Alfred Ryder était du second type. Son nom n'a jamais figuré en tête d'affiche. Mais il est apparu dans le tout premier épisode diffusé de Star Trek, à donner la réplique à John Wayne dans True Grit, sorti en France sous le titre « 100 $ pour un shérif », et dans Les Envahisseurs, il était le visage du commandement extraterrestre lui-même. Alfred Ryder est né sous le nom d'Alfred Jacob Korn, le 5 janvier 1916 à New York. Il a commencé à jouer professionnellement à l'âge de 8 ans et a fait ses débuts à Broadway à 13 ans, jouant un enfant perdu dans le Peter Pan d'Eva Le Gallienne. Il a étudié sous la direction de Benno Schneider, Robert Lewis et enfin Lee Strasberg, devenant finalement membre à vie de l'Actors Studio, la même institution qui a forgé Marlon Brando et James Dean. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans les forces aériennes de l'armée américaine et participé au spectacle de Broadway et au film de référence Winged Victory. Quand Ryder interprétait un personnage sous pression, on croyait que la pression était réelle. Le 8th of September 1966, il est apparu dans le rôle du professeur Robert Crater dans l'ANAS, le tout premier épisode de Star Trek, la série originale jamais diffusée. Son personnage était un scientifique en deuil, cachant un secret dévastateur, que la créature qu'il protégeait avait tué sa femme et pris son apparence. Ce fut l'une des meilleures prestations d'un acteur invité dans l'histoire de cette franchise. Vint ensuite Les Envahisseurs. Ryder avait 51 ans. Il est apparu dans 3 épisodes au fil des 2 saisons, dans le rôle de Monsieur Nexus dans l'épisode de la première saison Vicor, où il supervise l'opération extraterrestre dans une usine, puis dans celui du chef des Envahisseurs dans l'épisode de la 2e saison La Rançon, et enfin dans Le Pacificateur, l'avant-dernier épisode de toute la série. Il était la présence la plus dérangeante de la série, une intelligence froide dissimulée derrière un visage humain parfait. Il a été marié à l'actrice Kim Stanley de 1958 to 1964. Ils ont eu un fils. Il a pris sa retraite du cinéma et de la télévision en 1976 pour se consacrer entièrement au théâtre et à la mise en scène. Alfred Ryder est mort le 16th of April 1995 à Englewood, dans le New Jersey. Il avait 79 ans. Il était le chef extraterrestre qui ne sciait jamais. Et d'une certaine façon, c'était exactement qui il était. Numéro 4. Anthony Isley, dans les rôles de Bob Torrent et Tony Lacava.
Il avait le physique qui a défini un moment précis de la culture populaire américaine. Brun, élégant, avec une désinvolture maîtrisée qui en faisait un candidat naturel pour les histoires de détectives. Anthony Isley est apparu dans 3 épisodes des Envahisseurs en 1967, jouant des personnages différents à chaque fois. Le fait que les producteurs l'aient redistribué plutôt que de reprendre le même personnage dit quelque chose d'important. Il était trop bon pour n'être utilisé qu'une seule fois. Anthony Isley est né Frederick Glendinning Isley le 19 janvier 1925 à Philadelphie. Il a étudié le théâtre à l'Université de Miami, a travaillé pendant des années dans des compagnies de théâtre de répertoire en Pennsylvanie et à la fin des années 1950 avait attiré l'attention de la Warner Brothers. On lui a confié le rôle de Tracy Steele, l'un des détectives principaux de Hawaiian Eye, une série policière au style soigné, tournée à Honolulu, qui a duré 4 saisons et en a fait un visage familier dans les foyers américains. Le succès de Hawaiian Eye l'a propulsé dans une décennie de travail cinématographique solide. Portrait of a Mobster, le polar dur de Samuel Fuller, Le démon des armes et une série de films de science-fiction cultes comme La marine contre les monstres nocturnes et Voyage au centre du temps. Il ne cherchait pas le prestige, il travaillait avec constance et professionnalisme dans les films que le public allait vraiment voir. Sa vie personnelle était ancrée dans son mariage avec Judith Tubbs de 1951 jusqu'à sa mort en janvier 1994, 43 ans. Ils ont eu 4 enfants, dont son fils David Glenn Isley, qui est devenu musicien de rock. La fille de David Glenn, la petite-fille d'Anthony Isley, est l'actrice India Isley. Anthony Isley est mort le 29 janvier 2003 à Woodland Hills, en Californie. Il avait 78 ans. La cause était une insuffisance cardiaque. Il a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park dans les collines d'Hollywood. Le détective racé de Hawaiian Eye n'a jamais cessé de travailler. C'était, au bout du compte, sa plus belle performance. Numéro FIV, James Daly dans les rôles d'Alan Landers et du général Samuel Concannon. Il a été le premier à mourir. Pas dans la vie réelle, dans la fiction. Dans le tout premier épisode des Envahisseurs, James Daly a joué Alan Landers, l'associé architecte et meilleur ami de David Vincent, l'homme qui l'a cru quand personne d'autre ne le ferait, et qui a payé cette loyauté de sa vie avant que la première heure soit écoulée. James Furman Daly est né le 23 octobre 1918 à Wisconsin Rapids, dans le Wisconsin. Son père était négociant en combustible. Sa mère allait plus tard travailler pour la CIA, le genre de détail biographique qui semble appartenir à un roman d'espionnage. Il a étudié le théâtre au Cornell College dans l'Iowa, a servi dans la marine américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis s'est entièrement consacré au théâtre. En 1959, il est apparu dans l'un des épisodes les plus célébrés de la 4e dimension, un arrêt à Willoughby, jouant un cadre publicitaire épuisé dont le désespoir le pousse à se réfugier dans le rêve d'un monde plus simple. En 1965, il a remporté le prix Emmy pour l'épisode Le Faucon et la cage, diffusé dans le cadre de la collection télévisée Hallmark Hall of Fame. Sa réputation d'interprète de figures tragiques avec une intelligence peu commune était solidement établie. Dans Les Envahisseurs, il est apparu 2 fois, dans le rôle d'Alan Landers dans le pilote, tué dès le début, établissant que les extraterrestres étaient impitoyables et que les proches de David Vincent ne pouvaient pas être protégés. Puis dans celui du général Samuel Arlington Concannon dans Le Pacificateur, un officier de l'armée de l'air décoré qui devient plus dangereux que les extraterrestres eux-mêmes. Il avait 48 ans quand le pilote a été diffusé. En 1968, il a pris le rôle récurrent du docteur Paul Lochner dans Centre médical, qui a duré 170 épisodes sur 7 ans. C'est ce qui lui a valu la plus large reconnaissance du public de sa carrière. Sa vie personnelle portait sa propre histoire extraordinaire et douloureuse. Il avait épousé Hope Newell en 1942 et avait eu 4 enfants, dont Tyne Daly, plusieurs fois récompensé aux Emmy Awards pour Cagney et Lacey, et Tim Daly, qui a joué dans Wings. Après son divorce en 1965, James s'est largement éloigné de ses enfants par crainte qu'ils finissent par souffrir de troubles mentaux. La raison ?
Comme Tim Daly l'a révélé lors d'une interview en 2016, James Daly était homosexuel. Il s'en était confié à Tim en privé une décennie après le divorce. L'homosexualité était classifiée comme maladie mentale jusqu'en 1973, et Daly avait vécu sous cette étiquette imposée à quelque chose qui était simplement ce qu'il était. Sa femme et lui avaient tenté de le guérir. Cela avait échoué. James Daly est mort le 3 juillet 1978 à Nyack, dans l'État de New York. Il avait 59 ans. Insuffisance cardiaque. Ses cendres ont été dispersées dans l'Atlantique. Son fils Tim a révélé la vérité 38 ans plus tard, offrant à l'homme qui avait caché le fait le plus important sur lui-même un acte final et tardif de dignité. Il a été le premier, dans Les Envahisseurs, à être emporté par les extraterrestres. Dans la vie réelle, il menait silencieusement son propre combat impossible depuis des décennies. Numéro 6. William Windom dans les rôles de Michael Tresider et du Major Rick Graves. Il est apparu dans 3 épisodes des Envahisseurs en jouant 2 personnages entièrement différents. Le genre de double distribution qui signale la confiance totale d'une production envers un acteur. William Windom apportait quelque chose qu'on ne peut pas simuler. Le poids complet de l'héritage théâtral américain. Le prestige d'un homme dont le nom même portait un fragment de l'histoire politique des États-Unis. William Windom est né le 28 septembre 1923 à Manhattan. Il était l'arrière-arrière-petit-fils et le homonyme de William Windom, un homme politique du 19th century qui fut représentant au Congrès, sénateur et secrétaire au Trésor sous les présidents Garfield, Arthur et Harrison. Cet héritage ne l'a pas conduit vers la politique. Il l'a conduit vers la scène. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale comme parachutiste dans la 82nd Division aéroportée, sautant d'avion en territoire hostile sur le théâtre européen. Il a survécu. Il est rentré chez lui, s'est formé à l'American Repertory Theatre et a construit une carrière qui toucherait presque tous les recoins du divertissement américain au cours des 6 décennies suivantes. Sa vie personnelle fut mouvementée. Il s'est marié 5 fois. Ses 4 premiers mariages se sont terminés par un divorce. Le 5e, avec l'écrivaine Patricia Thunder en 1975, a duré jusqu'à sa mort. 36 ans de stabilité. En 1970, il a remporté le prix Emmy du meilleur acteur principal dans une série comique pour Mon Monde et Bienvenue, une série basée sur les écrits de James Thurber. Il a également joué le Commodore Matt Decker dans l'un des épisodes les plus intenses de Star Trek. La série originale, un commandant détruit par la culpabilité du survivant, et a repris le rôle presque 40 ans plus tard dans Star Trek, New Voyages. Dans Les Envahisseurs, il avait 43 ans lors de sa première apparition en première saison dans le rôle du Major Rick Graves et est revenu en 2e saison pour le diptyque sommet diplomatique dans celui de Michael Tresider, un allié de Vincent tué par les extraterrestres. Son rôle récurrent du docteur Seth Hazlitt dans Arabesque a duré de 1985 à 1997. William Windom est mort le 16 août 2012 à Woodacre, en Californie. Il avait 88 ans, insuffisance cardiaque congestive. Il portait le nom d'un grand homme. Et puis, à tous égards, il en est devenu un. Numéro 7, Diana Hyland, dans les rôles de Sherry Vicor et Ellie Markham. Certaines histoires sont si brèves et si lumineuses qu'elles illuminent tout ce qui les entoure. Diana Hyland est apparue dans 3 épisodes des Envahisseurs, dans le rôle de Sherry Vicor dans l'épisode de la première saison Vicor et dans celui d'Ellie Markham dans le diptyque Sommet diplomatique. Elle avait 31 ans lorsque ces épisodes ont été diffusés. Elle est morte à 41 ans. Diana Hyland est née Diane Gentner le 25th of January 1936 à Cleveland Heights, dans l'Ohio. Elle a fait ses débuts professionnels comme actrice en 1955, à 19 ans. En 1959, elle a créé le rôle de Heavenly Finlay dans La douceur du péché, de Tennessee Williams, à Broadway, aux côtés de Geraldine Page et Paul Newman. Son nom de scène a été forgé à partir du nom de jeune fille de sa mère par son agent. Il avait meilleur rythme. Le rythme était le bon. Tout au long des années 1960, elle a travaillé sans relâche à la télévision. Le Fugitif,
La quatrième dimension, la guêpe verte, Naked City, les envahisseurs. Elle est apparue aux côtés de Marlon Brando, Jane Fonda et Robert Redford dans le film de 1966, La Cible. Dans Vicor, elle jouait Sherry, l'épouse alcoolique d'un industriel qui collabore secrètement avec les extraterrestres. Dans Sommet diplomatique, elle jouait Ellie Markham, une transfuge extraterrestre qui s'allie à Vincent pour empêcher l'assassinat de dirigeants mondiaux. Sa vie personnelle a eu ses chapitres compliqués. Elle a épousé l'acteur Joe Goodson en 1969. Leur fils Zachary est né en 1973. Ils ont divorcé en 1975. Puis, en 1976, elle a rencontré un jeune acteur sur le tournage du Garçon dans la bulle, John Travolta, de 18 ans son cadet. Ce qui a commencé sur ce tournage est devenu une histoire d'amour d'une intensité peu commune. Elle fut son premier grand amour, la femme qui l'a changé. Et puis, le diagnostic est arrivé. Au début de 1977, on a appris à Diana Hyland qu'elle avait un cancer du sein. Elle a subi une mastectomie. Le cancer a continué à progresser. Elle avait été choisie pour jouer Joanne Bradford dans 8. Ça suffit. L'une des nouvelles séries les plus attendues de la saison 1977. Elle a tourné 4 épisodes avant que son corps ne lâche. Le 27th of March 1977, Diana Hyland est morte à Los Angeles. Elle avait 41 ans. Elle est morte dans les bras de John Travolta. Des mois plus tard, il est monté sur scène lors de la cérémonie des Emmy Awards et a accepté en son nom un Emmy à titre posthume, meilleure actrice dans un second rôle pour Le Garçon dans la bulle. Elle était irremplaçable dans chaque histoire où elle entrait. Numéro 8, Kent Smith dans les rôles d'Edgar Scoville et Stan Arthur. Il était l'allié. Dans une série construite entièrement sur la paranoïa et l'isolement, Edgar Scoville était la rare exception. L'homme qui regardait David Vincent et disait « Je vous crois. Je suis avec vous ». Kent Smith a apporté à ce rôle le poids complet d'une carrière hollywoodienne remontant à l'âge d'or du cinéma américain. Kent Smith est né Frank Kent Smith le 19th of March 1907 à New York. Il a fréquenté la Phillips Exeter Academy puis l'université Harvard. En 1925, alors qu'il était encore étudiant, il fut l'un des fondateurs de la Harvard University Players, un groupe de théâtre qui compterait finalement parmi ses anciens Henry Fonda, James Stewart, Joshua Logan et Margaret Sullivan. Son premier grand succès au cinéma est venu en 1942 avec Cat People. La Féline, le film d'horreur atmosphérique réalisé par Jacques Tourneur pour la RKO. Smith jouait Oliver Reed, un homme dont la femme cache un secret terrifiant qu'elle peut se transformer en quelque chose de mortel. Le film était un chef-d'œuvre de suggestion et d'ombre, et sa performance ancrée dans le réel était au cœur de ce qui le faisait fonctionner. Il a repris le rôle dans La Malédiction des Hommes-Chats 2 ans plus tard. Tout au long des années 1940, il a occupé le territoire intermédiaire respecté de la distribution hollywoodienne, aux côtés d'Ethel Barrymore dans L'Escalier en spirale, de Susan Hayward dans Mon cœur est une prison et de Patricia Neal dans Le Rebelle. À l'arrivée des années 1960, il est passé avec fluidité à la télévision. Il a joué le docteur Robert Morton dans plus de 50 épisodes de Peyton Place. Et dans un détail discret que presque personne en dehors de la production ne connaissait, l'actrice jouant sa femme dans la série était son épouse réelle, Edith Atwater. Il avait 60 ans lorsque les envahisseurs lui ont confié le rôle d'Edgar Scoville. Au fil de 13 épisodes, plus que tout autre invité récurrent, il a donné à la série quelque chose sans quoi elle n'aurait pas pu exister. Une présence adulte crédible aux côtés du héros hanté de Sinès, rendant ce combat impossible tangible. Kent Smith est mort le 23rd of April 1985 à Woodland Hills, en Californie. Il avait 78 ans, insuffisance cardiaque congestive. Sa femme Edith est morte moins d'1 an plus tard d'un cancer. Il a passé toute une vie entouré de légendes. Au bout du compte, il en est devenu une. Numéro 9. Michael Rennie dans les rôles du vice-chancelier Pierre Alquiste et de Magnus. Il était déjà un extraterrestre. C'était l'étrange et belle ironie au cœur des apparitions de Michael Rennie dans Les Envahisseurs.
16 ans avant d'arriver sur ce plateau, il avait joué Klaatu, l'ambassadeur extraterrestre du jour où la Terre s'arrêta, le visiteur le plus humain de toute l'histoire du cinéma de science-fiction. Et le voilà de nouveau, cette fois jouant une figure de menace extraterrestre plutôt que de paix. Michael Rennie est né Eric Alexander. Rennie le 25th of August 1909 à Idle, un faubourg de Bradford, dans le Yorkshire, en Angleterre. Son arrière-arrière-grand-père avait conçu et construit le pont de Londres d'origine. Mais Eric Rennie n'était pas fait pour l'ingénierie. Il a travaillé comme vendeur de voitures, géré une fabrique de cordes et en 1935 a adopté le nom de scène de Michael Rennie. Un an plus tard, une rencontre fortuite avec un directeur de casting de Gaumont British lui a valu son premier travail d'acteur, comme doublure de Robert Young dans Agent secret d'Alfred Hitchcock. Après avoir servi comme pilote de chasse dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été amené à Hollywood en 1950 par Daryl F. Zanuck. Un an plus tard, le réalisateur Robert Wise préparait un film sur un ambassadeur extraterrestre venant sur Terre avec un message que l'humanité pourrait ne pas vouloir entendre. Son premier choix, Claude Rains, était indisponible. Rennie est entré en scène. Le film était « Le jour où la Terre s'arrêta ». Il avait 41 ans, mesurait 1,93 m et a apporté à Klaatu non pas de la menace, mais une tristesse cosmique, la mélancolie d'un être qui avait espéré mieux de la race humaine. Il a été un gros fumeur toute sa vie, et à la fin des années 1960, a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes respiratoires. Il avait 57 ans lorsqu'il est apparu dans Les Envahisseurs, jouant le vice-chancelier Pierre Alquiste dans les deux parties du diptyque Sommet diplomatique et le personnage extraterrestre Magnus dans un troisième épisode. Il avait été l'extraterrestre le plus célèbre du cinéma. Et maintenant, une dernière fois, il le redevenait. Michael Rennie est mort le 10th of June 1971 à Harrogate, dans le Yorkshire, d'une crise cardiaque provoquée par un emphysème. Il avait 61 ans. La Terre s'est arrêtée. Elle le fait toujours quand quelqu'un comme lui s'en va. Numéro 10, Gene Hackman dans le rôle de Tom Jessup. Il est apparu dans un seul épisode des Envahisseurs. Et cet épisode unique est l'une des notes de bas de page les plus remarquables de l'histoire du cinéma américain. Car à l'automne 1967, Gene Hackman n'était pas encore Gene Hackman. C'était un acteur de 37 ans au seuil de quelque chose d'immense, portant une mallette remplie de sports extraterrestres à travers une heure tendue de science-fiction télévisée. L'épisode s'appelait « Les sports », diffusé le 17th of October 1967. Hackman jouait Tom Jessup, un messager extraterrestre qui a perdu le contrôle d'une mallette contenant des organismes capables de se développer pour devenir des envahisseurs de taille humaine. Le rôle était un parfait avant-goût, un homme dissimulant quelque chose de monstrueux sous une apparence composée et ordinaire. Eugene Allen Hackman est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie. Son père a quitté la famille quand Gene avait 13 ans, une rupture qui a façonné la vigilance tendue qui définirait ses meilleurs rôles pendant des décennies. Il s'est engagé dans le corps des Marines à 16 ans, mentant sur son âge. Après 4 ans et demi de service, il a dérivé entre des études de journalisme, des postes de portier, la conduite de camions et les déménagements. À la fin des années 1950, il s'est inscrit à la Pasadena Playhouse, où il a rencontré Dustin Hoffman. Les deux hommes ont été élus par leurs camarades comme les moins susceptibles de réussir. L'histoire a prouvé ce pronostic spectaculairement faux. Quelques semaines après la diffusion des sports, Hackman a été distribué dans le rôle de Buck Barrow dans Bonnie et Clyde, le film de référence de 1967 qui a transformé le cinéma américain, et a reçu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Ce qui a suivi fut l'une des carrières les plus célébrées de l'histoire d'Hollywood. French Connection lui a valu son premier Oscar. Impitoyable, le second. Il a été nommé 5 fois au total. Le débat sur laquelle de ses performances était la plus grande n'a jamais été tranché. Son premier mariage, avec Faye Maltese, a duré 30 ans et lui a donné 3 enfants. Il a épousé Betsy Arakawa en 1991 et pendant plus de 3 décennies, ils ont vécu discrètement à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il a pris sa retraite du cinéma en 2004
et s'est tourné vers la peinture et l'écriture de romans. Dans ces dernières années, la maladie d'Alzheimer a progressé en lui, régulièrement puis totalement. Aux alentours du 18th of February 2025, Gene Hackman est mort dans sa maison de Santa Fe des suites d'une maladie cardiaque, la maladie d'Alzheimer ayant contribué au décès. Il avait 95 ans. Sa femme Betsy était morte dans la même maison une semaine plus tôt, le 11 février, d'un syndrome pulmonaire à hantavirus. Ils ont été retrouvés ensemble le 26 février, quand un employé de maintenance a découvert la porte laissée ouverte. Il est arrivé sur le plateau des Envahisseurs comme un acteur n'ayant encore presque rien prouvé. Il a quitté ce monde comme l'un des plus grands interprètes de l'histoire du cinéma. L'extraterrestre à la mallette s'est avéré porter le monde entier à l'intérieur. Numéro 11. Roy Thines dans le rôle de David Vincent. Et nous y voilà. L'homme qui les a vus atterrir. L'architecte qui a trébuché sur le plus grand secret de l'histoire humaine et a passé chaque heure de veille à essayer de faire croire le monde. David Vincent était un héros solitaire pour une époque solitaire, une figure qui s'opposait à l'invisible, portait le poids d'une vérité impossible et refusait de s'arrêter même quand tous ceux qui l'entouraient avaient conclu qu'il était brisé. Roy Thines a été cet homme pendant 2 saisons extraordinaires. Et l'histoire de qui il était avant, pendant et après. Les Envahisseurs est aussi riche et complexe que tout ce que David Vincent a jamais eu à affronter. Roy William Thines Jr. est né le 6th of April 1938 à Chicago, dans l'Illinois, dans une famille d'origine allemande. Dans sa jeunesse, il voulait être médecin ou joueur professionnel de football américain. Il dirait plus tard, avec l'humour de quelqu'un qui a fait la paix avec les chemins non pris, qu'il avait voulu être les deux à la fois. Aucun ne l'a retenu. Ce qui l'a retenu, c'est un microphone. Il a commencé dans la radio, comme technicien, animateur, journaliste et comédien de fiction radiophonique. C'est là, la nuit, qu'il a compris pour la première fois ce que signifiait habiter complètement un personnage. Après un passage dans l'armée américaine comme policier militaire, il s'est installé en Californie et a commencé à construire une carrière d'acteur depuis le début. La première vraie percée est venue avec le rôle du docteur Phil Brewer dans Hôpital Général en 1963, un rôle qui lui a valu un public nombreux et fidèle, et lui a appris à vivre à l'intérieur d'un personnage sur des mois plutôt que sur des heures. En 1965, il a décroché le premier rôle de L'été de la violence, l'adaptation de Faulkner pour la chaîne ABC. La série n'a pas survécu à sa première saison, mais l'a rendue célèbre d'une manière très précise. Des milliers de lettres de femmes qui étaient tombées amoureuses de lui à travers l'écran. Il avait 28 ans quand Les Envahisseurs ont été créés le 10th of January 1967. Mince, aux yeux sombres, possédant une intensité à l'écran que la caméra comprenait instinctivement. Il ne jouait pas la paranoïa. Il jouait la certitude terrible et isolante d'un homme qui sait quelque chose de vrai que le monde refuse d'accepter. C'est extraordinairement difficile à tenir sur 43 épisodes. Il l'a tenu sans jamais perdre une seule fois la confiance du public. Sa vie personnelle à cette époque avait ses propres drames. Son premier mariage, avec Barbara Hensley depuis 1962, s'est terminé par un divorce en 1967, la même année que la première de la série. Sur le plateau des Envahisseurs lui-même, il a rencontré l'actrice Lynn Loring. Ils se sont mariés le 28 mai 1967 et ont eu 2 enfants. 17 années de mariage ont couru en parallèle à la carrière que la série avait lancée sur une autre orbite. La série a été annulée en 1968, soudainement, sans que personne ne l'ait choisi. La série s'est terminée avec David Vincent se battant encore non cru, la mythologie irrésolue. C'était le genre de fin qui crée des légendes plutôt que des conclusions. Ce qui a suivi fut une carrière d'une vraie amplitude. Le film britannique de science-fiction de 1969 Doppelganger, sorti aussi sous le titre Voyage de l'autre côté du soleil, reste sous-estimé. Les naufragés du 747 et Hindenburg l'ont maintenu visible à l'époque des films catastrophes. Il a joué Nick Hogan dans Falcon Crest tout au long des années 1980. Il a incarné Roger Collins et le révérend Trask dans Dark Shadows.
Et en 1996, il est apparu dans 2 épisodes de X-Files comme une figure au cœur sombre d'une mythologie de conspiration extraterrestre qui avait été construite en partie sur les fondations que les envahisseurs avaient posées 30 ans plus tôt. Une conversation à travers le temps. Son mariage avec Lynn Loring s'est terminé par un divorce en 1984. Il a épousé Catherine Smythe de 1987 à 2001. Son 4e mariage, avec Stéphanie Bataillé, a débuté en 2005 et se poursuit aujourd'hui. Il a 5 enfants. En 2026, Roy Thins a 88 ans. Il a pris sa retraite du cinéma en 2007 et est resté discret depuis. L'homme qui a passé 2 saisons à avertir le monde d'une invasion extraterrestre a finalement trouvé quelque chose que David Vincent n'a jamais tout à fait réussi à atteindre. La paix. C'est lui qui les a vus atterrir. Et pour tous ceux qui ont un jour regardé la série, ces atterrissages continuent de se produire. Chaque fois que cette musique commence, chaque fois qu'un homme seul sur une route déserte lève les yeux vers le ciel et comprend, en un seul instant, que plus rien ne sera jamais pareil. C'est le genre de legs qui ne s'efface pas. Il s'approfondit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quel membre du casting vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez d'autres plongées au cœur de la télévision classique qui a marqué une époque, abonnez-vous et activez la cloche. L'invasion, il s'avère, n'a jamais vraiment pris fin.